Ce Grand Prix de France 1993 a bien failli ne jamais se tenir. La faute à la loi E20 et à l'interdiction des publicités pour le tabac et l'alcool, les principaux commanditaires de l'événement. Mais heureusement, Magny-Cours a été sauvé et le Grand Prix tricolore se tient comme prévu début juillet 93, dans une période bleu-blanc-rouge du sport automobile. 1993, c'est le dernier duel, la dernière bataille entre deux des plus grands pilotes de tous les temps. Prost contre Senna, le Français contre le Brésilien, le professeur contre Magic. Un duel arbitré par des champions en devenir, Hill, Schumacher ou Häkkinen. 1993 est une saison intense, l'une des plus riches en histoire et des plus passionnantes à suivre. Bienvenue dans 1993, le dernier duel. Mi-juin, le monde du sport automobile porte son regard vers la Sarthe. Si le championnat du monde d'endurance a disparu fin 92, les prototypes du Sport 3 Litre 5, ces Formule 1 déguisés, prennent part au double tour d'horloge pour la dernière fois. Les deux favoris sont Toyota et Peugeot. 3 voitures de chaque côté et un objectif simple, la victoire. Dans un premier temps, les TS010 résistent aux 905, mais au fil de la course, les japonaises connaissent des difficultés et les Lionnes prennent les devants. Parmi les pilotes, on retrouve Thierry Boutsen dans la numéro 1, accompagné de Dalmas et Fabi. Philippe Alliot dans la numéro 2, accompagné de Baldi et Jabouille. Ces deux pilotes de Grand Prix font donc une escale dans la Sarthe entre Montréal et Magny-Cours pour finir respectivement 2e et 3e de la 61e édition des 24 heures du Mans. À la première place, c'est une autre Peugeot, la 3e de Geoff Brabham, Christophe Bouchu et Eric Hellary. Un triplé Peugeot aux 24 heures du Mans, un résultat historique avec à sa tête Jean Todt, l'homme des succès de Peugeot depuis une décennie. Ce Français, natif de Pierrefort dans le Cantal, a pris les commandes de Peugeot Talbot Sport à sa création en 1982. Déjà réputé dans le milieu en tant que copilote, Jean a vite montré ses qualités de leader. Il a conduit ses équipes à la victoire en WRC avec la mythique 205 Turbo 16, champion du monde en 85 et 86 des constructeurs, et des pilotes avec Timo Salonen et Juha Kokkonen. Dès 1987, Todt a redirigé ses équipes vers le Rally Raid et Pikes Peak et a remporté 4 fois de suite le Dakar et 2 fois Pikes Peak en 88 et 89. Peugeot était au sommet du rallye et le Lion s'est trouvé un autre défi, l'endurance avec le Sport 3 Litre 5 et a sorti des ateliers de Vélizy la 905. Un monstre de vitesse pouvant rivaliser avec le milieu de paquet en Formule 1. Débarqué en fin de saison 90 en championnat du monde, Peugeot remporte sa première victoire à Suzuka en 1991. Oui, c'est exceptionnel. J'avoue que pour nous, c'est un rêve auquel on était loin de s'attendre. Mais tout en mesurant tout le travail qu'il nous reste encore à faire, c'est formidable pour Peugeot, c'est formidable pour toute l'équipe. Et vraiment, on est fou de bonheur. Victorieux également à Magny-Cours et à Mexico, Peugeot a écrasé une concurrence décimée en 92 et a pris la victoire dans la Sarthe et le titre de champion du monde d'endurance. En ce 20 juin 1993, le passage de Jean Todt à la tête de Peugeot s'arrête sur un triplé dans la plus grande course du monde. Approché par Luca Di Montezemolo fin 92, Jean Todt avait une porte ouverte vers la Formule 1 au cas où Peugeot ne s'engagerait pas. Durant l'intersaison, le non-engagement du Lion s'est confirmé et l'arrivée de Jean Todt à Maranello n'était plus vraiment un secret, juste une question de temps. Cette Scuderia n'a plus remporté de titre depuis 1983. Pire, depuis le Grand Prix d'Espagne 1990 et Alain Prost, les Rouges n'ont plus remporté une seule course. Une période de disette inédite et indigne du monument qu'est le cheval cabré. En 1992, ils ont touché le fond et c'est dernièrement, les hommes de Santé Guedini ont retrouvé le chemin des podiums avec Jean Alesi à Monaco. Le travail de restructuration est colossal. Rares sont les profils qui semblent capables d'un tel travail et Jean Todt en fait partie. 4 jours après les 24 heures du Mans, Luca Di Montezemolo nomme le Francese à la tête de la Scuderia. Et là, l'accueil est mitigé.
En interne, pas de doute, Jean est très bien reçu. Dans les semaines et mois qui précédaient son arrivée, certains membres clés ont renouvelé leur contrat, comme Jean Alesi. Ferrari est redevenu attractif grâce à Jean Todt. En revanche, du côté des tifosi, on se pose des questions et on regrette que la Scuderia s'internationalise de la sorte. John Barnard est à la tête du département technique et dessine les voitures rouges depuis l'Angleterre. Niki Lauda est le second de l'écurie et voilà maintenant qu'un franchisé prend la tête de la Scuderia. Mais Jean Todt est quelqu'un d'investi et le 1er juillet, à Manicourt, il répond aux premières questions des journalistes. Quand viennent celles de la presse italienne, Jean Todt répond dans la langue de Dante et crée la surprise. En quelques mois, il a appris les bases de l'italien et marque des points auprès des tifosi. Il y a plus des paysans, c'est des nouveaux visages, mais ça se passe bien. Vous avez été bien reçus, bien accueillis? Très bien. Pas trop difficile d'avoir à fédérer italien, anglais, autrichien, français? Là, vous savez, on avait l'habitude d'être dans des équipes internationales, donc on parlait beaucoup de langues. Là, ça en fait une en plus, mais elle est agréable. Et puis, il rassure en interne en confirmant la place de Jean Alesi et Gerhard Berger pour 94. Todt n'est pas venu balayer la Scuderia, mais la redresser. Certes, ça passera par des transferts clés, et certainement que les pilotes en feront partie, mais pour le moment, inutile d'ajouter du bordel au bordel. Ferrari vient d'entrer dans une nouvelle ère. Quant à Peugeot, le département sportif se trouve un nouveau président, en la personne de Jean-Pierre Jabouille. Si le Lion n'entrera pas en Formule 1 en tant qu'équipe complète, il entrerait bien en tant que motoriste et le double vainqueur de Grand Prix débute les prospections dès la France, et plus précisément avec McLaren et Ron Dennis. Cet été 1993 est un passage charnière en Formule 1. Affaire à suivre. Soulagé par sa victoire au Canada, Grand Prix qu'il n'avait encore jamais gagné, Alain espère conserver la bonne dynamique en France, Grand Prix qu'il a remporté à 5 reprises. À Dijon en 81 à l'occasion de sa première victoire en Formule 1 et au Paul Ricard en 83, 88, 89 et 90, faisant de lui le co-détenteur du record de victoires à domicile avec Jim Clark, également 5 fois vainqueur du Grand Prix de Grande-Bretagne. En 1991, Alain avait terminé 2e à Manicourt et compte bien s'imposer sur cette piste. Mais avant la manche française, Alain fait du relationnel et enchaîne les visites du côté de Renault. Il joue le jeu et répond bon gré aux questions de ses admirateurs et collaborateurs. Voilà qui lui assure le soutien de Renault et le losange compte bien offrir à ses pilotes le meilleur matériel pour Manicourt et réitérer son doublé de 82 à domicile, ce qui serait le premier doublé de cette saison 93. Et quand on regarde le profil du tracé nivernais, on se dit que Williams devrait avoir l'avantage. En revanche, côté Senna-McLaren, c'est un bras de fer. Senna et Dennis sont parvenus à trouver un accord il y a quelques semaines, mais Ayrton veut imposer ses conditions à son patron, celle de pouvoir être libre pour 94, où il se murmure qu'une place chez Williams l'attendrait. Peut-être avec un départ de Prost, justement. Le poliste ne veut pas laisser passer cette occasion d'aller à Didcot et menace de nouveau de ne pas venir en France. Il annule d'ailleurs à 2 reprises son vol pour Paris. Finalement, en début de semaine, Ron finit par accepter les conditions de Senna et les deux parties signent enfin ce foutu contrat. C'est ironiquement à l'aube du Grand Prix du pays de la loi E20 que se joue une affaire de cigarettes. En effet, les sponsors de tabac sont omniprésents en Formule 1 et contribuent à la bonne santé financière des équipes. Chesterfield roule avec la Scuderia Italia, Gitane est fidèle à Ligier, mais en F1, il y a surtout 2 géants. Ces deux-là sponsorisent les 4 plus grosses équipes. Camel, en soutien de Williams et Benetton depuis 91, et Marlboro, le commanditaire le plus important de la Formule 1, qui soutient Ferrari depuis 84 et McLaren depuis 74. C'est donc une lutte entre ces deux cigarettiers, et durant l'été 93, Reynolds Tobacco, les propriétaires de Camel, tiennent une réunion stratégique pour déterminer l'avenir de la marque. Parce que les chiffres ne sont pas excellents. Bilan, Camel se retirera à la fin de la saison. En réalité, cet accord ne surprend pas les principaux intéressés qui s'y attendaient. En l'occurrence, Williams et Benetton. Bon, si Flavio regrette la tournure des choses, Frank est confiant car il a déjà noué un partenariat avec Grossmans pour 94 et 95. Mais cet accord se fait au prix d'un rebranding de l'écurie. Officiellement, Williams est inscrit sous le nom Canon Williams et le groupe japonais sera remplacé par le cigarettier anglais. Rossmann a déjà une histoire avec la Formule 1 et cette dernière remonte à 1982 lorsqu'ils étaient sponsors de March.
Mais cette livrée est surtout devenue iconique en 500 en étant sponsor de Honda ou en endurance avec Porsche. Donc beaucoup de succès pour ces derniers qui vont donc revenir en Formule 1 avec la meilleure équipe, s'assurant déjà d'une bonne visibilité. Bon, ce changement de sponsor titre provoque également le départ de Canon qui ne pouvait pas aligner autant de zéros qu'au Rossmans. Parfois, pour gagner, il faut savoir perdre. Mais pour le Grand Prix de France, le tabac, c'est tabou et aucun des commanditaires ne doivent apparaître sur les carrosseries. Alors, on s'adapte. Marlboro s'efface tout simplement des carrosseries et des combinaisons de Ferrari, quand chez McLaren, ils prennent le nom de l'équipe. Même chose chez Benetton et Williams où le chameau ne fait pas le déplacement. Chez Ligier, Gitane laisse un grand vide sur les flancs. On s'adapte. On disait que Jean Todt ne devait pas ajouter du bordel au bordel chez Ferrari, mais c'est ce qu'il se passe à la FIA. En effet, après le Grand Prix du Canada, Senna a attaqué Prost et Williams en affirmant que le Français roulait avec une essence illégale en Espagne. Boum. Rappelle que les décisions sur les règlements de 94 seront prises le 15 juillet et s'ajoutent aux questions de l'électronique, les questions sur l'essence. Pour ce qui est de la légalité de celle de Prost à Barcelone, c'est difficile à dire. Cette dernière a été testée par 2 laboratoires différents et ces derniers ont rendu 2 rapports différents sur sa composition. Alors, les échantillons ont été confiés à un autre labo et on attend le verdict. Mais ça agite le paddock. Rappel, le fournisseur de carburant de Williams c'est Elf et le pétrolier français fournit également Benetton, Ligier, Sauber et Larousse. Mais pas de problème pour ces derniers. En outre, Shell fournit McLaren, Agip, Ferrari, Minardi et la Scuderia Italia, et BP s'occupe de Lotus, Tyrrell, Footwork et Jordan. Mais parmi eux, Agip est également surveillé de près par la FIA. Affaire à suivre. En outre, il y a un petit peu de changement à Manicourt. Ferrari introduit pleinement son nouveau V12 et surtout, sa nouvelle suspension active, la version 4 de ce système qui pose beaucoup de problèmes au cheval cabré. Mais pour le moment, seul Berger est équipé de cette évolution, ce qui agace Alesi, devant au championnat. Chez Jordan, on débarque avec une nouvelle suspension avant. Lotus fait également évoluer cette partie sensible de la voiture, et chez Footwork, on va utiliser pour la première fois les suspensions actives achetées à McLaren. Enfin, chez Minardi, Barbazza arrive à court de financement et va disputer en France son dernier Grand Prix avant d'être remplacé par le pilote maison Pierluigi Martini. Toujours côté italien, chez Benetton, on s'impatiente après Riccardo Patrese, inexistant face à Schumacher et qui semble démotivé. Le vétéran vit certainement sa 17e et dernière saison en Formule 1. On board with Michael Schumacher, you heard Zanardi say it's slippery, and on cue, Schumacher struggled with that 180-degree left-hander. Pour la 3e fois de son histoire, Manicourt accueille le Grand Prix de France et la F1. En 1990, sa place au calendrier s'était faite au détriment du Paul Ricard. Un coup politique sous la présidence de Mitterrand très attaché à la Nièvre qui avait pour but de redynamiser la région. Ce changement d'hôte, Guy Ligier n'est pas étranger car l'écurie française venait de s'installer dans la nouvelle usine de Manicourt. Ce circuit offre un défi technique très intéressant sur ses 4 km 250 de piste. Sa courbe Estoril est un gros morceau pour les pilotes et débouche sur une longue phase de pleine charge vers l'épingle d'Adélaïde, un bon spot de dépassement mais qui a connu en 92 l'accrochage Senna-Schumacher. Dans le deuxième secteur, plus sinueux, les pilotes doivent affronter plusieurs enchaînements à haute vitesse avec les chicanes du Nürburgring et Imola, ainsi que les freinages en appui du 180 degrés et au château d'eau. Enfin, le dernier enchaînement est périlleux avec le dénivelé. Circuit plaisant, mais pas très propice au dépassement. Mais il faut dire que le Grand Prix a failli ne pas avoir lieu à cause de la loi E20. Et ouais, pour être au calendrier de la Formule 1, il faut payer des droits à la FOCA et à Bernie Ecclestone, et ces droits ne sont pas donnés. Alors bon, les organisateurs s'entourent de sponsors, et les meilleurs donateurs sont les cigarettiers et les marques d'alcool. Mais heureusement, Manicourt a pu trouver une solution, notamment avec des subventions pour compenser la perte des cigarettiers. D'ailleurs, Michel Alliot-Marie a récemment succédé à Frédéric Bredin au ministère des Sports et s'est vite rendu compte que le sport automobile avait quelques bienfaits financiers. Donc il fallait sauver le Grand Prix de France. Avec Alain Prost, après une demi-heure d'essai, c'est pas trop un handicap. Alain, on en parlait tout à l'heure, vous avez fait un tête à queue, on voit d'ailleurs les images dès la première séance d'essai, puis maintenant on n'a plus droit au mulet, alors vous avez passé la séance au bord des stands. C'est pas trop un handicap en ce début de week-end très important? Oui, c'est un gros handicap, surtout que c'était la première fois qu'on utilisait le freinage ABS. Et on a eu un problème dans la programmation. Donc c'est toujours difficile de partir dans une séance d'essai officielle avec un problème de frein juste auparavant. Et maintenant qu'on
a que 12 tours, c'est un handicap au niveau des réglages, mais bon, je suis vraiment satisfait. Là, je suis deuxième pour l'instant et pas très loin de Damon. Et j'espère améliorer avec le deuxième train de pneumatique. Donc je pense que la pole se fera de toute façon demain. Du temps de perdu et le Français décide de ne pas utiliser cette assistance pour le reste de l'événement. Mais cela ne l'empêche pas de se battre pour la pole position face à son équipier. Mais c'est bien Damon qui a le dernier mot. L'Anglais prend la première pole position de sa carrière et la série de Prost s'arrête enfin. En deuxième ligne, on retrouve deux surprenantes Ligier Renault. Quadruplé du losange en qualification, les efforts des hommes de Bernard Dudon ont payé. Sur ce billard, les JS39 se comportent à merveille et devancent Ayrton Senna et Jean Alesi, très acclamés par le public. Schumacher et Barrichello occupent la quatrième ligne devant deux autres Français, ceux de chez Larousse. Comas devant Alliot. Cocorico. Vanlinger est 11e devant Patrese, Suzuki et Berger. Warwick devant Sandretti et Zanardi est 17e et première Lotus. À l'image de Patrese, Berger et Andretti, Leto est loin de son équipier. Herbert est 19e devant Boutsen et Katayama. La 22e position de Badoer est satisfaisante et il devance les deux Minardi de Fittipaldi et Barbazza. De Cesaris ferme la marche tandis qu'Alboreto est une nouvelle fois éliminé. Il y a de l'agitation le dimanche sous la chaleur estivale de la campagne hivernaise. En effet, Jean-Marie Balestre, le président de la FFSA, accueille Michel Alliot-Marie et Jacques Toubon. Louis Schweitzer, le président de Renault, est également présent. 70 000 spectateurs sont massés autour du circuit et espèrent bien entendre une Marseillaise après la course. Depuis le début du week-end, Prost n'est pas à l'aise avec sa Williams et décide après le warm-up de prendre part à la course avec le mulet. Un choix important de la part du leader du championnat. Dès le départ, Alain Prost menace son équipier à l'intérieur, mais Damon conserve la tête dans le premier enchaînement. 4 moteurs Renault mènent la meute en direction d'Adélaïde. Rien à signaler dans ses premiers mètres, si ce n'est que Hill attaque d'emblée et compte déjà quelques longueurs d'avance sur son équipier. Les deux Williams bouclent le premier tour en tête devant Brundle, Blundell, Senna, Schumacher, Alesi, Barrichello, Comas, Vanlinger et Warwick. Les premiers tours de cette course sont très calmes, mais aux alentours du 15e passage, l'avance de Hill fond et Prost menace son équipier. Le mulet répond bien, mieux que la voiture principale, mais le Français attend son heure et ne se précipite pas. Derrière, Blundell est 3e quand Brundle retient Senna et Schumacher. Dans le même temps, Johnny Herbert sort de la piste et abandonne. Devant, Prost suit toujours Hill comme son ombre sans tenter le moindre dépassement. Malheureusement, au 21e tour, les rêves de podium de Blundell sont balayés par une sortie de piste. Barrichello entre donc dans la zone des points. Au 26e tour, les hommes de tête s'arrêtent au stand et c'est Brundle qui ouvre la salve, imité par Senna et Schumacher au tour suivant. La Ligier conserve l'avantage sur ses deux poursuivants. Ensuite, c'est Damon Hill qui s'arrête et laisse ainsi les commandes à Prost. Par chance, Suzuki et Andretti à un tour s'arrêtent également et Alain a donc une piste dégagée et attaque quand Hill est bouchonné.
La sortie des stands est même très tendue avec la Sauber de Wendlinger. La course est en train de basculer. Deux tours après son équipier, Prost s'engouffre dans les stands de Manicourt. L'arrêt se passe bien et le Français ressort sous le nez de Hill qui tente de dépasser par l'extérieur à Estoril avant de se ranger. L'Anglais n'en démord pas et tente de réattaquer à l'approche d'Adélaïde tant que les pneus de Prost sont encore froids, mais ne trouve pas l'ouverture. Impossible de passer dans le sinueux et l'overcut de Prost a fonctionné. Changement de leader dans ce Grand Prix de France. Il s'accroche, mais à l'image de son équipier en première partie de course, il ne trouve pas l'ouverture. Alain assure son passage à Estoril pour se prévenir de la moindre manœuvre et s'assure de garder les commandes. Au 46e tour, toujours à la lutte pour le podium, Brundle s'arrête une deuxième fois, mais reprend la piste derrière Schumacher qui s'était arrêté au tour précédent. Cette fois-ci, c'est l'undercut qui a fonctionné. Senna est encore en piste et Barrichello se maintient à la 6e position. Il vise son premier point après la déception de Donington. 4e, Schumacher enchaîne les meilleurs tours et remonte comme une balle sur Senna, mais Andretti, à un tour, est entre le Brésilien et l'Allemand. Au 57e passage, Michael se débarrasse de l'Américain et comble immédiatement l'écart sur Senna. Ce sera difficile de tenir pour la McLaren. Derrière, l'autre Benetton regagne les stands sans sa moustache après s'être accroché avec Fittipaldi à la sortie de l'épingle d'Adélaïde. Une maladroite incompréhension. Mais revenons sur la bataille pour la 3e place alors que Senna est bouchonné par Comas. Schumacher en profite en ressortant mieux dans la ligne droite des stands et il prend la 3e place. En tête, il n'y a aucun mouvement et cela laisse à penser que Hill a reçu des consignes d'équipe, mais après la course, l'Anglais lui-même démentira. Ce n'est juste pas réalisable d'attaquer sans prendre de risque. En revanche, pour la 6e place, Barrichello fait un écart dans l'avant-dernier tour et Andretti en profite. L'Américain prive ainsi le Pauliste de son premier point en Grand Prix. Mais cette histoire est anecdotique pour le public qui observe Alain Prost prendre une 6e victoire à domicile sous le nez de son équipier. La 49e victoire en Grand Prix pour Alain Prost qui, après Montréal, coche la case Manicourt. 2e, Damon Hill offre le premier doublé de la saison à Williams-Renault. Schumacher termine 3e à 20 secondes. Senna est 4e devant Brundle et Andretti. Dans le tour d'honneur, le vainqueur reçoit un drapeau français. Après les nombreux doutes du début de saison, Alain Prost semble remis dans le droit chemin et à cet instant, plus que jamais, on ne voit pas comment une 4e couronne mondiale pourrait lui échapper. In fact, we had a gap much bigger than we thought this morning. We thought the rest would be more difficult. So I can't say it was easy anyway. Damon was very fast and we're very close together. But you know, it's not a big problem. I mean, I'm very happy, for sure, for myself. I'm very happy man in today. It's quite important to win his own Grand Prix, and happy for Damon. He did a very good rest, good weekend, good pole position, and the first 1 and 2 for the team this year. Fantastic for Renault and Elf in France. I mean, it's quite it's part of a very happy weekend for the team. There was a couple of things with my pit stop. The first of all was I planned to come in and
it was all expected that I would come in on that lap, and it just happened that 2 cars went in the pit lane at exactly the same time. But then when I came out, Andretti got out just ahead of me, and then just as we got to the end of the pit lane, we were at full chat, and Sauber, I think, pulled out in front of us. So it was very nearly an accident at the end of the pit lane, which was an alarming moment, and I very nearly didn't get out of the pit. But and then when I got out, of course, I was I'd had a lap or two before Alain popped out in front of me, and I had the advantage of slightly warmer tyres, and I could battle with him for a bit, but then his tyres heated up and he managed to stay in front. Sure, I was hoping about this. I knew the car was really good for the race, and the warm-up times they were quite promising, so I thought, yeah, there's a good chance to pass him, especially I knew he's a bit slower in top speed. I was really quick in top speed, but in the beginning I just couldn't manage to go through, and the problem was in this high-speed corner number 3, I just couldn't get close enough to be able to get the slipstream and overtake him in the end of the straight. So I had really to wait till my moment came, and my moment came 10 laps before the end, and I think it was a nice battle between me and Ayrton, which we did have already in Canada, but we couldn't finish it, but this time we finished it. Sur le podium, Jean-Marie Balestre remet le trophée au vainqueur. Sur la boîte, Alain savoure sa 6e victoire à domicile, désormais seul en tête devant Jim Clark. Autre grand vainqueur, c'est Renault. Le doublé était un objectif important dans l'Hexagone, et le losange ne manquera pas de le clamer haut et fort. Incontestablement, Renault domine les autres motoristes. Deuxième, Damon se montre fair-play. Critiqué en début de saison, il montre peu à peu son talent, et sa première victoire ne devrait pas tarder. Qui sait, Prost a gagné en France, alors pourquoi pas Hill en Angleterre? Puis ce serait une belle histoire parce que Graham n'a jamais gagné à domicile. Troisième, Schumacher confirme la bonne forme de Benetton qui prend le pas sur McLaren. Depuis plusieurs courses déjà, Senna semble bien inoffensif face à son grand rival, et les circonstances de Monaco ou de Donington ne se reproduisent plus. Le Français compte maintenant 12 points d'avance. Certes, ce n'est pas perdu, mais au vu de la physionomie, ce sera dur pour Ayrton. Il prend 2 points à Schumacher, quand Brundle conforte sa 5e position. Côté constructeur, Williams-Renault est intouchable. Les 3 premières positions sont figées. Derrière, Ligier résiste à Ferrari. Minardi est toujours dans le top 6. Puis, il y a des déçus, et on pense notamment à Jordan. Eddie se brouille d'ailleurs avec Barrichello qui a commis l'erreur à ne pas faire dans les derniers kilomètres. 7e à la porte des points, c'est dur pour Jordan et le poliste. En revanche, l'Irlandais se calme un peu et garde confiance en son pilote. Il le voit, tout le monde le voit, c'est une pépite, c'est lui qui porte les espoirs de Jordan. Boutsen a du mal avec cette voiture et depuis son arrivée à Donington, il n'est jamais entré dans le top 10. Pour ces petites équipes, entrer dans les points veut dire être classé, et être classé veut dire avoir des revenus en fin de saison. C'est donc crucial. Le Grand Prix de France marque donc la mi-saison du championnat 93, et pour le moment, 9 écuries sont entrées dans les points, ainsi que 17 pilotes. Parmi les équipes manquantes, Jordan, Footwork, Tyrrell et la Scuderia Italia n'ont pas encore débloqué leur compteur. Côté pilote, 4 hommes se détachent clairement en tête avec Prost, Hill, Senna et Schumacher, les 4 fantastiques version 93. On note également un gros déséquilibre entre les pilotes McLaren et Benetton, ce qui empêche ces équipes de revenir sur Williams. Andretti est totalement inexistant face à Senna et les signaux positifs ne sont que très discrets quand Patrese arrive en bout de course. Chez Ferrari, Alesi a l'avantage sur Berger de manière générale, mais l'Autrichien se défend avec son expérience. Au final, le duo est plutôt équilibré, avec l'arrivée de Jean Todt et des évolutions techniques prévues dans les prochains Grands Prix, on espère voir les rouges plus en forme. Notons également le très bon début de saison de Ligier avec 2 podiums, un pour chacun de leurs pilotes et une belle 4e place au constructeur après Manicourt. Il reste 8 courses en cette riche saison 93, une année charnière. Prochaine étape, Silverstone pour le Grand Prix de Grande-Bretagne, où nous allons voir 3 légendes se battre roue contre roue. Mais ça, c'est pour le prochain épisode.